le royaume de Naples. Johanna est née dans la dynastie angevine, une maison royale française qui a régné sur l'Angleterre au XIIe et XIIIe siècle. À partir de 1144 et pendant les 10 années suivantes, Geoffrey Plantagenet et son fils, le futur Henri II, tous deux comtes d'Anjou en France, ont acquis le pouvoir sur de nombreuses terres en Europe occidentale qui sont plus tard devenues connues sous le nom d'Empire angevin. L'arrière-arrière-grand-père de Johanna, Charles d'Anjou, a revendiqué le royaume de Naples en 1266, incluant alors l'île de Sicile. Charles était un membre de la famille royale française, étant le frère du roi Louis IX, ce qui lui a donné l'opportunité d'épouser Béatrice, la comtesse de Provence. Grâce à son influence et à son argent, il a pu conquérir Naples et la lier au comté de Provence. Dans l'intention d'être plus puissant que son frère, le roi, Charles, a maintenant tourné son attention vers l'Est, vers l'Empire byzantin. Et en 1277, il a acheté le titre du royaume de Jérusalem pour 1000 livres en or. Cela signifiait que Johanna non seulement héritait du titre de comtesse de Provence dès la naissance et était capable de régner également sur cette région, mais elle devenait aussi la reine de Jérusalem. À la naissance de Johanna, Naples était une capitale prospère abritant la cour royale. 4 villes européennes pouvaient revendiquer une population de 100 000 à l'époque. Paris, Venise, Milan et Naples. Mais seul Naples était en réalité un royaume, ce qui en faisait la plus grande et la plus importante région autonome d'Italie. Cela signifiait que ses dirigeants descendèrent de la royauté. Le père de Johanna était Charles, le duc de Calabre, sa mère Marie de Valois. Johanna était née à un moment donné en 1326 et est devenue héritière du royaume à la mort de son père alors qu'elle n'avait que 8 mois. Sa mère, enceinte à l'époque, a donné naissance à une autre fille prénommée Maria avant de décéder en 1331. Cela a laissé Johanna et ses sœurs être élevées à la cour par ses grands-parents, Robert le Sage et Sancia de Majorque. Sous le règne de Robert, Naples était prospère avec une économie en hausse et une population en plein essor, mais surtout, elle était stable. Tout dans la vie de ces petites filles a été façonné depuis leur enfance à la cour, de l'amour à l'éducation et de la religion à la littérature. Robert était dévoué à l'apprentissage et a appris aux filles comment gouverner tandis que Sancia se concentrait sur leurs besoins spirituels. Le premier. Avec la mort de son fils, Robert le Sage s'est retrouvé avec une crise de succession et il y avait une vieille querelle hongroise à craindre. Le neveu de Robert, le roi Carabar de Hongrie, aurait dû hériter de la couronne de Naples, mais a été écarté en faveur de Robert, ce qui l'a mécontent d'être privé de son droit de naissance. Pour apaiser les tensions et éviter une invasion hongroise, la jeune Johanna a été fiancée au fils de Carabar, Andrew. Johanna et Andrew se sont mariés en 1333. Elle avait 7 ans et lui 6. Bien que ses parents soient retournés en Hongrie, Andrew est resté à Naples après le mariage pour apprendre les coutumes de la cour napolitaine. Harcelé sans pitié en raison du sentiment anti-hongrois, Andrew, compréhensiblement, a grandi pour devenir un adolescent isolé et maussade avec une rancune. Le couple passait la majorité de leur temps séparés et dormait dans des chambres distinctes, malgré le partage de pièces communes du château. Puis, en 1343, Robert est mort, laissant la Johanna de 17 ans diriger le royaume. Son testament a clairement indiqué qu'un conseil spécial l'aiderait à régner jusqu'à l'âge de 25 ans, mais c'était Johanna qui était l'héritière, pas Andrew. Et en cas de décès sans enfant, le trône devrait passer à Maria, sa sœur cadette. Johanna a hérité d'un royaume qui avait perdu de sa puissance d'antan. Les famines s'avèrent déstabiliser l'économie et affaiblir le peuple. La jeune Johanna, dont la compétence à régner était déjà mise en doute en raison de son sexe et de son âge, a commencé son règne à une époque très incertaine. Le testament de Robert ne mentionnait pas Andrew en tant que consort. Cela l'a rendu extrêmement furieux mais presque impuissant à Naples. Roi de nom seulement, Andrew a décidé qu'il aimerait le trône pour lui-même. Et même si Johanna était enceinte à ce moment-là, il a commencé à faire des menaces contre sa femme. Il a même libéré les frères Pipini de prison qui avaient été enfermés pour des crimes allant du viol à la trahison. Andrew a offert aux 3 hommes la liberté et l'anoblissement s'ils se tenaient à ses côtés et se battaient pour sa cause. Déjà impopulaire dans le royaume, cela a accru le ressentiment envers Andrew. Le 18 septembre 1345, Andrew a été assassiné pendant la nuit. Un groupe d'hommes armés a fait irruption dans ses chambres et l'a pendu au balcon. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il a été tué, laissant Johanna, une veuve enceinte de 6 mois, à seulement 19 ans et le principal suspect dans le meurtre de son mari. Des rumeurs et des commérages entouraient la mort d'Andrew alors que la famille royale hongroise commençait à propager leur propagande contre la reine Johanna. Ils disaient
qu'elle ne pouvait regarder personne dans les yeux, qu'elle était incapable de pleurer, qu'elle avait fui le château immédiatement après la mort de son mari, qu'elle avait négligé son cadavre pendant 3 jours. Et bien que toutes ces choses étaient fausses et qu'il n'y avait rien pour la lier irréfutablement à l'assassinat, la boucole et la réputation de Johanna étaient en ruine. Pour aggraver les choses, 2 jours après le meurtre, un homme a été arrêté mais on lui a coupé la langue pendant sa torture, le laissant incapable de nommer ses co-conspirateurs. Les Hongrois étaient en furieux, croyant que les tortionnaires lézards essayaient de protéger la reine. Le pape Clément VI a lancé une enquête sur la mort et le frère aîné d'Andrew, Louis, qui était maintenant roi de Hongrie, a commencé à parler d'une invasion. Le jour de Noël, Johanna a donné naissance à un garçon en bonne santé. Elle a nommé l'enfant Charles Martel, d'après son grand-père paternel, dans une tentative d'apaiser le roi hongrois. Dans un geste habile, elle a convaincu le pape d'être son parrain. Comme le fils d'Andrew régnerait un jour sur Naples, Johanna pensait qu'elle avait plus que rempli les conditions de son contrat de mariage, alors elle a téléchargé Tinder et est partie à la recherche d'un nouveau mari, ce qui n'était pas vraiment une bonne image si peu de temps après le meurtre de son premier. Le deuxième. Le roi Louis avait un frère cadet, plus que disposé à assumer le rôle, mais Johanna avait jeté son dévolu sur un cousin d'une autre branche de la famille, nommé Louis de Tarente. Cela n'a surpris personne car on pensait que le couple était romantiquement impliqué depuis un certain temps. Nombreux croyaient qu'il était le père biologique du bébé de Johanna. Mais peut-être que Johanna voulait simplement un soldat expérimenté à ses côtés, la stratégie militaire ne faisant pas partie de son éducation. Furieux, le roi hongrois a envoyé une lettre au pape Clément exigeant qu'il détrône, je cite, « la tueuse de mari et veuve de mon frère » et qu'il inculpe Madame Maria, sa sœur, ainsi que 200 autres conspirateurs. Il a exigé que le royaume de Naples et de Sicile lui soit donné, ainsi qu'à son plus jeune frère, Stéphen. Malgré l'inceste, Johanna a épousé son cousin Louis de Tarente. Le roi Louis le Grand de Hongrie a lancé une invasion. Alors qu'il commençait sa marche vers Naples, la peste noire commençait son avancée à travers l'Europe. Alors que le roi Louis entrait dans le royaume de Naples avec un bataillon de 5000 hommes, Johanna savait qu'elle avait perdu son trône. Enceinte une fois de plus, cette fois-ci de l'enfant de Taranto, Johanna s'échappa au milieu de la nuit et s'enfuit en France, à Avignon et à la cour papale, où elle avait le contrôle. Taranto, qui combattait les Hongrois à Capoue, a rapidement suivi. Bien qu'elle adorait son fils, Johanna savait que son voyage serait semé d'embûches, elle a donc pris la décision déchirante de le laisser derrière elle, sachant que le roi de Hongrie prendrait grand soin de son neveu de 2 ans. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'elle voyait le bambin vivant. Il est mort alors qu'il était transporté en Hongrie. Le procès ? En Provence, Johanna a vendu Avignon au pape pour 82 000 florins, de l'argent dont elle avait besoin pour reprendre son royaume. Elle a également obtenu une dispense pour son nouveau mariage et la cour papale l'a blanchie de toute implication dans le meurtre d'Andrew. Avoir des amis haut placés a bien fonctionné pour Johanna, car le pape a également décidé que Louis de Hongrie devrait quitter Naples et se tirer au plus vite. Il semblait que Louis était prêt à partir de toute façon, la peste dévastait toute l'Europe et les Napolitains qui restaient étaient très hostiles envers les envahisseurs hongrois. Lorsque Johanna est arrivée à Naples, elle avait donné naissance à une petite fille et a été accueillie à bras ouverts par le peuple. Malheureusement, sa fille Catherine est décédée en 1349, âgée d'à peine 1 an, et sa 3e fille, Françoise, est également décédée 3 ans plus tard, âgée de seulement 8 mois. Il s'est avéré que son mari était aussi avide de pouvoir qu'avant. Son comportement envers Johanna était si brutal que le pape Clément lui a écrit et lui a reproché de traiter la reine comme une esclave plutôt que comme une épouse. Louis a accusé Johanna d'adultère, lui a interdit de parler à ses serviteurs et conseillers de confiance sans qu'il soit présent, et des rumeurs circulaient qu'il allait la tuer. Louis a sapé Johanna à chaque tournant. Puis, en 1362, après 12 ans de mariage tumultueux, la peste est revenue à Naples et le 2e mari de Johanna est mort après avoir contracté la maladie fatale. Il avait 35 ans. Maintenant, la reine Johanna pouvait enfin régner comme elle le voulait, et elle s'est avérée plus qu'habile à gouverner. Mais elle avait vraiment besoin d'un héritier. Alors après avoir cherché, elle s'est engagée envers Jacques IV, roi de Majorque. Il était de rang égal à elle, et ils n'étaient pas directement liés, ce qui est toujours un bonus, surtout lorsqu'on essaie de concevoir un bébé en bonne santé.
Majorque Parker avait été envahi par l'Aragon et James avait été emprisonné adolescent par son oncle et gardé dans une cage en fer pendant 13 ans. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été mentalement instable, en mauvaise santé et enclin à des accès de violence. Il frappait souvent sa femme, parfois en public. Ressentant le refus de Johanna de partager le pouvoir, James est parti en Espagne pour récupérer ses terres et est mort là-bas, soit de maladie, soit d'empoisonnement. Le dernier. Libérée d'un autre mari abusif, Johanna avait survécu à des accusations d'adultère et de meurtre, à l'exil et à un procès pour sa vie, ainsi qu'à la perte dévastatrice de ses 3 enfants. Au final, son mariage avec le duc Otto de Brunswick était heureux, mais le destin devait encore lui porter un dernier coup cruel. Le nouveau pape de Rome, Urbain VI, a déclaré Johanna hérétique et a donné son royaume à Charles de Durazzo. Première incapable d'arrêter ses forces, Johanna fut faite prisonnière et le 27 juillet 1382, à l'âge de 56 ans, Johanna, première reine de Naples, de Sicile et de Jérusalem, et comtesse de Provence, fut secrètement assassinée. Bien que la méthode exacte utilisée pour la tuer soit inconnue, on pense qu'elle a été soit étranglée, soit étouffée. Comme elle avait été excommuniée, Johanna ne pouvait pas être enterrée sur un terrain sacré. Donc son corps a été jeté dans un puits profond à l'église de Santa Chiara. C'était une mort triste et déshonorante pour une femme incroyable qui avait été beaucoup calomniée au cours des 600 dernières années. Une reine qui avait maintenu son royaume à travers la peste, la guerre, la famine et les difficultés économiques pendant 30 ans, tout en affrontant une succession d'hommes misogynes. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez nos vidéos, on en publie une nouvelle chaque semaine. Santé!